questions israélo-palestiniennes clés de compréhension, un programme d'information pour mieux connaître et comprendre la situation au Proche-Orient. Bonjour et bienvenue dans ces clés de compréhension du Moyen-Orient. Vous le savez, on essaye dans ces questions israélo-palestiniennes de vous fournir les moyens de vous faire votre opinion sur ce qui se déroule dans cette région et ce qui se déroule en fait depuis le 7 octobre 2023, puisque c'est évidemment la date clé, la date à partir de laquelle cette question, une question qui est dans l'actualité depuis de nombreuses années, mais est revenue au tout premier plan. Bonjour Danny Trom. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes directeur de recherche au CNRS. On vous doit notamment l'état de l'exil, Israël, les Juifs, l'Europe, aux presses universitaires de France. Alors, le 7 octobre 2023, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, sachant que l'une des principales difficultés, c'est que tout le monde n'est pas d'accord sur ce que signifie cette date. Alors, le 7 octobre a été qualifié de manière diverse et pour ma part, j'ai approuvé le fait de le qualifier de pogrom. Alors, ça a été fortement critiqué, je peux m'expliquer sur la raison pour laquelle il mérite d'entrer dans cette catégorie, bien qu'il y rentre parfois un peu maladroitement. Le 7 octobre a été un événement qu'on a eu du mal à appréhender et qui a été néanmoins rapidement perçu. Alors, là, il y a divers publics. En tous les cas, pour le public juif, européen et dans le monde, et pour le public juif israélien également, comme la manifestation d'une haine, d'un massacre cruel, indifférencié, frappant des juifs dans une proportion inégalée depuis, disons, la Shoah. Maintenant, l'objection qu'on peut faire à la définition du pogrom, c'est qu'en principe, le pogrom a été effectivement une manifestation de violence à l'égard des Juifs, de la part d'une population majoritaire, donc à l'égard de la minorité juive, dans un contexte où l'État restait soit indifférent, soit pouvait quelquefois même inciter à la violence. En principe, il ne peut pas y avoir de pogrom dirigé à l'encontre de l'État d'Israël. Pourquoi ? La réalisation factuelle du sionisme, qui est l'État d'Israël, a été construit pour rendre ce type de violence à la fois empiriquement impossible et conceptuellement impossible. Or, ce qui était pensé comme impossible s'est produit. Alors, il y a pourtant un État, en principe, qui protège les Juifs, qui est l'État d'Israël, qui protège sa propre population juive et dont c'est la vocation. Alors, qu'est-ce qui ne s'est pas passé comme prévu ou qu'est-ce qui autorise pour vous ce terme de pogrom ? Alors, ce qui autorise le terme de pogrom, ce sont deux choses, une, je dirais, plutôt secondaire et une essentielle. La chose secondaire, c'est le type de violence qui s'est déchaîné dans la région. Je dis qu'elle est secondaire, bien qu'elle prenne la forme, en réalité, d'une violence indifférenciée, d'une cruauté invraisemblable à l'égard d'une population civile. Mais ce qui a imposé le terme de pogrom, c'est la situation dans laquelle la population qui a été l'objet de cette violence était dans une situation d'attente et d'appel au secours dans un moment où la fonction de l'État a été suspendue. Et je dirais, c'est dans la suspension de quelques heures, quelques longues heures, voire d'un ou deux jours, qui a fait surgir cet événement comme étant un événement de nature équivalente à celle de pogrom. Alors, pourquoi préférer ce terme ? Alors, il y a eu d'autres alternatives qui ont été proposées. Oui. Gilles Kepel a parlé de razzia, par exemple. Oui. On a pu évoquer aussi une tentative de génocide, puisque
il n'y a pas véritablement de Oui. doute sur le fait que ce que le Hamas a entrepris a été arrêté par la force des choses dans les conditions que l'on sait, mais Oui. s'il n'avait pas été arrêté... Mais le terme razzia convient de nouveau, sous un certain aspect, sous une certaine phase, cela convient. Mais en réalité, la razzia fait partie d'un monde qui est le monde, disons, des traditionnels, on pourrait dire, des raids qui ont pu se dérouler dans la région. Là, il ne s'agissait pas simplement de piller, il ne s'agit pas simplement de tuer afin de ramener un butin, il s'agissait d'éradiquer. Et c'est là que la deuxième définition que vous évoquez est juste. C'est-à-dire, il y avait dans le 7 octobre une intention exterminatrice. Une intention exterminatrice, de sorte que pour le public juif, qu'il soit européen, mondial ou israélien, cette action meurtrière évoquait pour eux celle des Einsatzgruppen sur le front de l'Est. Est-ce que vous comprenez l'intention du 7 octobre? On la voit, elle est génocidaire, mais la logique, je veux dire, le Hamas savait fort bien que la réaction d'Israël serait celle que l'on a observée. Là-dessus, je pense qu'il n'y a absolument aucun doute que le 7 octobre ait eu une dimension inférieure, parce qu'on a beaucoup dit que le Hamas avait été surpris par la facilité avec laquelle il avait pu déferler sur Israël, Sderot et les environs. Mais sur la logique ou la rationalité de cette action? Eh bien, je pense qu'en réalité, ils ont, on pourrait dire, je ne voudrais pas choquer, mais ils ont été dépassés par leur propre succès. C'est-à-dire, je pense que ce qui a été mal calculé, parce qu'il y a une rationalité, mais la rationalité était de faire un certain nombre de dégâts limités. Mais en réalité, ils ont été eux-mêmes débordés par leur succès, par la possibilité de pénétrer si profondément à l'intérieur du pays, de pouvoir s'adonner à leur massacre sans qu'une résistance suffisante ne puisse s'organiser. On peut dire d'une certaine manière que, à leur propre surprise, c'est-à-dire le succès inattendu de cette opération, a eu pour conséquence la réaction féroce de l'État d'Israël. Mais j'ai réfléchi à cette hypothèse d'Anitron, et si par exemple le 7 octobre avait eu des conséquences moindres, s'il y avait eu moins de victimes, aucun État, israélien ou pas, ne peut laisser ses frontières violées, sa population massacrée. Il y a eu, par exemple, le 11 septembre, avec les conséquences que l'on sait. Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, une dimension millénariste? Le millénarisme, comme on le sait, c'est l'idée qu'il faut accompagner la fin du monde. Est-ce qu'il n'y avait pas une vocation dans cette action d'embraser une région tout entière? Et à cet égard... Bien entendu, il y a une espèce de pensée millénariste du côté de Hamas, mais en réalité, il faut regarder les choses aussi de manière pragmatique. Ce qu'il fallait empêcher là, c'était l'accord avec l'Arabie Saoudite. Il y avait des objectifs qui étaient relativement rationnels. Ce qui a été la surprise... C'est-à-dire empêcher les accords d'Abraham. Les empêcher, les saboter les accords d'Abraham, et donc remettre la question palestinienne au cœur de la discussion, alors que les accords d'Abraham tendanciellement marginalisaient la question palestinienne. Donc là, il y a un objectif qui est rationnel. Quand on dit rationnel, ça veut dire qu'il y a une logique, hein, ça ne veut pas dire... Il y a un but. Ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'il est approuvé. Bien entendu, mais il est compréhensible, on le comprend rationnellement, même si on trouve que l'objectif est mauvais. Ou les moyens, surtout. Pour reprendre votre question, je pense que c'est le fait d'avoir été débordés par leur propre succès, et donc d'avoir pu, et ça, bien entendu, la rage destructrice a révélé quelque chose de la nature profonde de ce mouvement qui consiste à littéralement détruire les Juifs et l'État d'Israël. Oui, témoigne d'une haine absolue. D'une haine absolue. Mais du coup, le 7 octobre a eu pour caractéristique qu'Israël a été atteint
dans sa propre définition et dans sa propre raison d'être. Et si on ne comprend pas cela, on a du mal à comprendre la réaction de l'État d'Israël à cette attaque violente. Et si cela avait été limité, s'il y avait eu le kidnapping de quelques citoyens israéliens, on se serait peut-être retrouvé dans la situation de Gilad Shalit où, pour finir, ce soldat a été échangé contre 1000 prisonniers. Or là, ce qui fait événement dans l'événement du 7 octobre, c'est la faille de l'État d'Israël dans la définition qui lui est constitutive. L'autre dimension importante, et ça c'est par exemple un philosophe qui était également un sage talmudique, Yeshayahu Leibovitch, qui le disait, alors il avait des formules très polémiques, mais il disait que l'État d'Israël, loin de protéger les Juifs, les exposait. Quand vous avez donné votre point de vue sur la notion même de pogrom pour le 7 octobre, on voit que, en tout cas, de toute évidence, jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, autant de Juifs n'avaient été massacrés en tant que Juifs depuis Eh bien, très précisément, la formule de Leibovitch était d'une certaine manière erronée jusqu'au 7 octobre. Parce que le fait que des citoyens, des Juifs, devenus dans le processus de nationalisation israélien, des citoyens israéliens, qu'ils soient exposés à la mort, ils le sont politiquement. Ils sont exposés politiquement à la mort au sens où ils sont citoyens d'un État et qu'ils le défendent. Ils ne sont plus exposés avec cette vulnérabilité qui était celle des Juifs dès lors qu'ils vivaient comme une minorité avant que l'État n'existe. Maintenant, effectivement, l'expérience du 7 octobre, et c'est pour ça que c'est un événement considérable pour le monde juif, c'est que la formule de Leibovitz reprend une certaine vigueur et une certaine vérité. En quel sens ? En réalité, depuis la Seconde Guerre mondiale, le monde juif a été complètement bouleversé par deux choses. D'abord par la Shoah, qui est la destruction totale. Et donc la conscience que les Juifs forment un reste. Les Juifs se pensent eux-mêmes comme un reste, quelle que soit la manière d'être juif, on sait toute la diversité. Les Juifs se pensent comme un reste. On peut dire par parenthèse que c'est la définition même des Juifs selon la tradition. On dit le reste d'Israël, She'erit Israël. Je mets ça de côté. Et la deuxième chose, c'est la naissance d'un État qui porte le nom juif. Vu d'aujourd'hui, ce sont presque deux événements concomitants. Ils sont très proches l'un de l'autre. Or, ces deux choses, destruction totale et vie politique nouvelle, de type juif, ce sont deux choses que les Juifs ont pensé, qu'ils soient traditionnels ou pas, mais en tous les cas, la matrice de la tradition rendait ces deux choses tout à fait impensables. Impensables et improbables. Et donc, le monde juif est rentré dans une grande crise, et une grande crise liée accompagnée d'une homogénéisation du monde juif. Tout le monde s'est compris comme un reste. Tout le monde s'est senti comme potentiellement ciblé. Et tout le monde doit faire avec, qu'il le veuille ou pas, qu'il soit sioniste, antisioniste, critique ou pas, doit faire avec un État qui porte le nom juif. Ça a homogénéisé notre monde et c'est sur ce fond qu'il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais alors, ça c'est intéressant parce que depuis le 7 octobre, cette homogénéisation que vous évoquez, elle s'est renforcée. Alors moi je rajouterais un événement à ces deux événements que vous avez évoqués d'Anitrom. L'autre événement qui me paraît majeur et qui est toujours occulté, c'est la fin de la vie juive dans les pays arabes. Il y avait 1 million de juifs qui vivaient dans les pays arabes avant la Seconde Guerre mondiale. Oui. À l'issue des décolonisations, plus aucun ne sont restés.
certains ont reçu immédiatement l'injonction, le billet de départ ou le cercueil, en Égypte par exemple. D'autres éventuellement auraient pu rester au Maroc, mais au final la situation est la même. Et donc, il n'y a plus finalement d'existence diasporique qu'en Europe, celle-ci est résiduelle, comme dit l'autre, et le fait que le 7 octobre assimile, j'allais dire, la totalité des Juifs, en tout cas dans les injures qui leur sont adressées comme sionistes, fait qu'il y a de plus en plus une identification du fait juif avec un fait national. Alors, il y a deux questions distinctes. Il y a la question des Juifs des pays arabes, ou en tous les cas les Juifs d'Orient, qui... alors là, sur ce sujet, je pense que il y a un phénomène, disons, historico-culturel qui a une certaine constance. Prenez un événement ancien, l'expulsion des Juifs d'Espagne, qui est un des grands traumatismes de l'histoire juive. Eh bien, c'est très intéressant. Espagnole aussi. De l'histoire espagnole, semble-t-il, puisque aujourd'hui, ils souhaitent les voir revenir. Eh bien, ce qui est intéressant à observer, c'est que les Juifs espagnols qui sont, donc les Sfaradim, qui sont arrivés dans des communautés qui n'ont pas du tout connu la même histoire, des communautés qui étaient en Bulgarie, en Turquie, dans d'autres endroits, se sont identifiés et se sont assimilés aux expulsés, qui avaient un niveau, disons, je ne veux pas utiliser des termes désobligeants, mais enfin, qui avait une espèce d'hégémonie culturelle, qui fait qu'en réalité, tout le monde s'est compris comme expulsé d'Espagne. Voilà. Et ce qui s'est passé avec, et ce qui se passe avec les Juifs du monde arabe, qui sont partis, ou qui ont été expulsés pour une grande part vers l'État d'Israël, c'est que là aussi, il y a eu un phénomène, on pourrait dire, d'assimilation, où l'expérience, disons, de la Shoah traverse également ceux qui ont été, disons, épargnés à proprement parler de cet événement. Et donc, il y a une espèce de homogénéisation, en ce sens, bien qu'ils aient leur histoire spécifique. L'autre volet, c'est l'assimilation de la totalité des Juifs à des sionistes et donc finalement à des Israéliens. Là, ce que je répondrai à ça, c'est que nous avons particulièrement en France cette habitude que je crois très utile mais en même temps fausse, qui consiste à dire, parce que là vous venez sur le sujet de la manière dont les Juifs ici en France ou en Europe en général ou dans le monde sont traités de sionistes. Comme s'il s'agissait d'une insulte. Je crois que dans l'utilisation qui en est faite, c'en est une. Je pense que soit ils ne connaissent pas la définition du terme, soit le terme lui-même s'efface derrière l'insulte et on ne sait plus très bien de quoi on parle. Alors, là, je pense que nous disons en France, souvent, il ne faut pas importer le conflit. Vous voyez, de l'expérience, c'est la République, etc. C'est une expression qui est souvent on l'entend tout le invoquée. temps, voilà. Or, le problème n'est pas l'importation du conflit. Le problème, c'est l'intrication de divers publics à l'intérieur même du développement du conflit. Nous sommes intriqués dans ce conflit. Alors, comment les Juifs le sont? C'est quand même très simple. Les Juifs sont intriqués dans ce conflit et sont, disons, sionistes, dans un sens qu'on ne va pas définir, mais que je vais tenter de faire. Ils sont sionistes dans un sens assez élémentaire, dans leur grande majorité. Même ceux qui souvent se déclarent anti-sionistes, ou très peu sionistes. Ils sont sionistes dans le sens que j'ai dit tout à l'heure. Il existe désormais un État qui porte le nom juif et qui remplit une fonction. Cette fonction est indépendante de son comportement, indépendante de son gouvernement, indépendante de toutes les péripéties et des guerres qui ont traversé sa courte histoire. Cette fonction consiste dans l'existence d'un centre juif supplémentaire qui a un caractère étatique.
ayant ce caractère étatique, il s'inscrit dans l'ensemble de la configuration exilique, pourrait-on dire, dans la configuration des Juifs dispersés, non pas pour abolir l'exil, mais pour figurer le point de protection qui a été nécessaire dans la situation, disons, qu'on peut qualifier globalement de post-Shoah. Mais alors, l'autre élément qui me frappe... Sioniste en ce sens. L'autre élément qui me frappe d'Annie Trom, c'est le fait que ce qui a suivi le 7 octobre, autrement dit, la manière dont la réplique israélienne s'est construite, et notamment vis-à-vis de Gaza, eh bien, tout cela tend à avoir effacé, en tout cas pour une partie de l'opinion publique, le 7 octobre. La compassion vis-à-vis des Israéliens a existé à l'origine, et elle est devenue de plus en plus restreinte jusqu'à quasiment omettre. Moi, je vois dans beaucoup de lettres que je reçois, récemment, une auditrice m'a dit « Je suis très en colère contre Israël depuis le 7 octobre ». Ce qui est le signe, je crois qu'elle faisait référence évidemment à la manière dont les Israéliens ont répliqué, mais elle aurait pu dire « Je suis en colère depuis le 8, 9, 10 octobre, que sais-je ». Non, depuis le 7 octobre. Eh bien, je pense que le lapsus est intéressant. C'est-à-dire que il me semble que, et dans notre revue, qui s'appelle K, Les Juifs, l'Europe, le XXIe siècle, dès le lendemain du 7 octobre, il était parfaitement prévisible, d'abord que la réplique israélienne serait disproportionnée. Et je le dis d'abord pour indiquer qu'il n'y a personne qui peut rester indifférent devant la destruction de Gaza et les souffrances causées, les dommages énormes causés à cette population. Mais il était prévisible, et cette prévision s'est avérée peut-être encore davantage réelle que nous l'avions pensé. Israël a été accusé de génocide avant même que la réplique ne survienne, avant même qu'elle n'ait débuté. Alors il y a là un problème qui est le même problème que juif sioniste et qui est une perception de l'État d'Israël par divers publics et pour diverses raisons, mais qui vont converger, comme étant en réalité un État génocidaire, c'est-à-dire un État criminel. Et cette criminalisation de l'État d'Israël, elle est liée à plusieurs choses. Elle est liée pour une partie de ceux qui alimentent ce regard sur l'État d'Israël par, disons, la situation post-coloniale dans laquelle nous nous trouvons, et où, là aussi, se jouent plusieurs choses, mais il y a quand même cette idée que, pour finir, l'État d'Israël est le dernier bastion du colonialisme qu'il faut abattre, et que les Juifs étant attachés à cet État dans le sens que je dis, c'est-à-dire attachés à son existence et non pas à sa politique, la distinction est très importante, cette critique va jusqu'à naturellement vouloir éliminer cet État en tant qu'État existant et non pas critiquer sa politique en tant qu'elle peut être, en l'occurrence, criminelle. Bien sûr. Parfois, comme la politique de n'importe quel État. Il y a un autre public, et qui est un public, disons, plus européen, pour qui, en réalité, la Shoah pèse énormément. Et cette charge qui pèse sur les consciences européennes est à double tranchant. Elle génère une sympathie spontanée à l'égard de l'État d'Israël, qui a été quand même l'État du refuge des rescapés, et elle tend aussi à vouloir faire des victimes des bourreaux, donc à inverser la situation pour
on va le dire de manière très courte, se soulager de son propre sentiment de culpabilité. Moi, ce qui me frappe d'Anitrom, c'est en quelque sorte, en conclusion, l'une des singularités de cette région et du conflit israélo-palestinien, c'est la réversibilité des récits. C'est-à-dire qu'on peut très bien raconter cette histoire depuis la Shoah, peut-être même antérieurement à la Shoah, avec le Yishuv, autrement dit la première colonie de peuplement, peut-être même antérieurement avec la Bible. Et puis on peut aussi raconter l'histoire à partir de la Nakba, c'est-à-dire la création d'Israël perçue comme une catastrophe du côté palestinien, les différentes guerres et ses conséquences, les frontières de 67, etc. etc. Et le 7 octobre, c'est exactement la même chose. C'est une date qui est justiciable de deux récits qui sont deux récits aujourd'hui, en apparence en tout cas, irréconciliables. Je ne le pense pas. Je ne pense pas qu'ils sont... Ce ne sont pas les récits qui sont irréconciliables. Je pense qu'il n'est pas si difficile de se mettre d'accord sur, disons, les éléments objectifs, les éléments historiques. On peut très bien étudier à la fois ce que les Israéliens appellent la guerre d'indépendance et la Nakba. Les deux sont parfaitement liés. Ce sont deux manières de nommer le même événement. Par contre, c'est l'intention des acteurs, c'est l'intentionnalité historique et l'imputation de l'intention et l'imputation des responsabilités, là, qui donnent effectivement des choses très différentes. Et c'est ça qui pose problème. Je vous donne un exemple précis. Nous avons tous les deux considéré comme acquis que l'intention des Palestiniens du Hamas était génocidaire. C'est ce que vous pensez, c'est ce que je pense. De l'autre côté... C'est ce qu'ils pensent aussi. C'est ce qu'ils déclarent. Je peux vous donner une liste de gens qui ne le considèrent pas. J'ai... 2 ou 3 exemples d'universitaires qui estiment que ça n'est pas avéré, que ça n'est pas précis, que ça n'est pas documenté, donc que les faits, parce qu'on pourrait espérer qu'on se mette d'accord sur les faits, ben non, même là-dessus, on n'est pas d'accord. Et puis de l'autre côté, il y a évidemment le récit sur la dimension génocidaire. Je ne parle pas d'actes de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, etc., du côté israélien perpétré à Gaza. Je parle de génocide, et là aussi, évidemment, tout le monde n'est pas d'accord. Peut-être que vous ne seriez pas d'accord pour qualifier de génocidaire la politique menée par l'armée israélienne à Gaza. Écoutez, cette réplique israélienne, elle a pour but, pour rationalité, de la même manière que l'autre camp a une rationalité, en fait, c'est le rétablissement de la dissuasion. C'est le rétablissement de la dissuasion. Écoutez ce qui se dit, ce qui s'est dit de manière constante en Israël. Le 7 octobre a ébranlé le fondement de l'État. Et ébranler le fondement de l'État, ça veut dire ébranler le sentiment de sécurité de vivre à l'intérieur des frontières. Cela doit être rétabli, ça a été toujours la politique israélienne, et la politique israélienne a toujours assumé la disproportion dans le rétablissement de la dissuasion. Maintenant, ce qui s'est fait à Gaza avec une grande brutalité, je pense, n'a jamais visé, et le gouvernement, malgré des voix dissonantes qui, sous le coup de l'émotion ou sous le coup d'une extrême droite, complètement désinhibé, le gouvernement a toujours voulu distinguer population civile et combattants. Et je voudrais ajouter que nous sommes maintenant à près de 2 ans du début de cette guerre, enfin 1 an et demi en tous les cas, et que nous sommes à un bilan de 50 000 morts, dont on ne sait pas exactement quelle est la proportion de victimes innocentes civiles et de combattants tués. On n'en connaît pas la proportion. Ce chiffre représente à peu près 2 jours de gazage en 1943 à Birkenau, au bout d'1 an et demi de guerre. Si les Israéliens étaient des génocidaires, je pense que la bande de Gaza aurait été probablement complètement
éradiquer en une semaine, parce qu'Israël a la puissance militaire de le faire. Je pense qu'on se trompe, dans ceux qui le qualifient de génocide se trompent. En tous les cas, si on prend génocide dans le sens historique que nous voulons assumer, si on le prend dans le sens strictement juridique d'une intention qu'on impute et qui pourrait de ne pas prendre toutes les mesures pour éviter, naturellement là, la porte est ouverte à voir des génocides partout, tout le temps. Merci beaucoup, Tanit Rom. Je rappelle que vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS. L'état de l'exil, Israël, les Juifs, l'Europe, c'est le livre que vous avez publié aux presses universitaires de France. À très bientôt pour ces clés de compréhension du Moyen-Orient, question israélo-palestinienne.